Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un atelier photo concernant l'exposition. En sachant que l'exposition est une partie importante, il faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne au niveau d'un appareil photo numérique. C'est l'essentiel pour pouvoir manipuler tous les automatismes, priorité diaphragme, priorité vitesse, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans un premier temps. Bon, sachant que le facteur déterminant en photographie est la lumière. Une photographie dépend de cette quantité précise de lumière. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment gérer cette quantité de lumière. Néanmoins, dans ce module, on fait abstraction des éléments secondaires, netteté, cadrage, qui sont très importants, mais qu'on verra dans un autre module. Alors, ici, vous avez un appareil photo et donc l'automatisme intrinsèque de votre appareil photo, une électronique relativement complexe qui se trouve intégrée sur différents circuits imprimés. Vous en avez ici, vous en avez ici, enfin un petit peu partout. On en a souvent dans les objectifs également. Et donc c'est toute cette partie-là qui va faire des calculs relativement sophistiqués. Néanmoins, cette électronique veille en continu, quel que soit le mode adopté, qu'on parle d'automatique, de priorité, diaphragme, vitesse ou de manuel, on a toujours un dosage précis de cette lumière. Cette lumière qui rentre ici, vous avez le trajet de la lumière. Dans un premier temps, ici on voit elle emprunte le trajet bleu pour ressortir ici au niveau de l'œilleton, sachant que votre œil regarde ici. Donc en bleu, on a le trajet de la lumière. Donc cette lumière rentre, tape sur un miroir à 45 degrés. Donc on a un miroir ici qui va renvoyer la lumière, qui va passer en travers d'un pentaprisme. Donc le pentaprisme, c'est ce gros verre qui est taillé en forme de pentaprisme. Et la lumière va rebondir, voilà, pour ressortir ici. Si j'appuie sur le déclencheur de l'appareil photo, le trajet de lumière est représenté en rose. Il est différent, sachant que le miroir qu'on avait ici est remonté. Vous le voyez à ce moment-là, il a une position horizontale et la lumière vient taper directement sur la partie rose ici, qui est votre capteur. En gros, c'est ce qu'on appelait dans le temps la pellicule. Bon, entre-temps, on a quand même un obturateur ici qui va laisser rentrer une certaine quantité de lumière. Mais on a un trajectoire qui est droit. À ce moment-là, vous ne voyez plus ce qui se passe ici. Si vous regardez, bon, ça va être très très rapide, mais si vous regardez à ce niveau-là, ce trajet de la lumière est fermé grâce au miroir. Donc je reviens, je fais la manip, le miroir est baissé, donc si vous regardez bien votre miroir ici, il va remonter en position au moment du déclenchement ici. Voilà, et donc là je prends une photo. À présent, on va passer en revue les éléments principaux. Ici, je vous ai dit, on a le capteur CCD, ce qui remplace la pellicule dans le temps. On parlait de pellicule, aujourd'hui on utilise cet appareil qui est un circuit électronique spécial. Et donc la lumière va venir, ici on a la partie qui représente la photo. La partie CCD active, où les grains de lumière, les petits photons vont venir taper cette partie-là. Et donc, suivant le type d'appareil, on peut parler de 8 millions de pixels, 12 millions, etc. Donc ça, c'est un élément important de l'appareil photo. Donc, la partie rose ici, il se trouve ici. On retrouve également
ce composant-là, qui est relativement important. Donc suivant le type de boîtier, il peut se trouver à différents endroits. Cet appareil-là, enfin ce composant électronique plus exactement, sert à mesurer la quantité de lumière. Effectivement, on a vu que la lumière empruntait un chemin pour venir taper sur le CCD ici, mais à chaque fois il me faut une quantité bien définie de lumière, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, hein, comprendre comment ça se passe, et donc il va falloir à un moment donné mesurer cette lumière pour dire au niveau de l'électronique qui va mesurer cette lumière, de dire stop, on a assez de lumière. La photo est bonne, hein, autrement on se trouve avec un phénomène de sous- ou surexposition. Donc l'appareil photo, grâce, on peut parler presque d'ordinateur, hein, ici on a une puce qui est un microprocesseur, va faire tous ces calculs-là. Mais encore, il faut qu'il puisse calculer cette quantité de lumière, et donc ça, il va le faire grâce au posemètre. Donc le posemètre, on voit ici, hein, il est grossi, qu'il est composé d'un tas de petites zones individuelles. Ici, c'est ces petits carrés noirs, hein, et chaque petite zone est capable d'interpréter la lumière. Et c'est l'ensemble, hein, on va avoir un calcul intelligent, on va prendre en compte toutes ces zones-là, et à partir de critères informatiques relativement complexes, on va décider du temps d'exposition. Ici, on a un schéma où on reprend les différents éléments. Donc, on retrouve dans la zone bleue, ici, l'objectif. Je vous rappelle qu'on est sur un réflexe, que l'objectif est interchangeable. Ici, on a une baïonnette qui va me permettre de déverrouiller l'objectif et le remplacer par un autre, suivant ce qu'on recherche au niveau photo. Donc, il est représenté dans la zone bleue. Ici, la zone rouge, c'est la zone qui représente votre boîtier. Donc, lui, il est composé de différentes parties. En deux, on retrouve le miroir à 45 degrés. Donc, ce miroir qui est capable de remonter pour laisser passer la lumière. Donc là, on voit le cône de lumière, hein, qui va taper sur le capteur CCD. Donc, en deux, c'est le miroir à 45 degrés. En 3, ici c'est représenté par ce trait-là, on a l'obturateur. Donc c'est l'obturateur qui est capable de définir la quantité de lumière. Il va s'ouvrir un bref instant, et donc c'est lui qui va laisser passer la lumière pour venir imprégner le capteur CCD. On retrouve en 5 le verre de visée. Donc ça, c'est la lumière qui passe sur ce verre qui est dépoli. 6, on a une lentille convergente. Donc on parle de convergente parce que ici, on a une forme qui fait converger la lumière, hein, du fait qu'on a une forme arrondie. Et ici, on retrouve le fameux pentaprisme, hein, cette forme un peu en triangle, hein. Ce pentaprisme est très particulier, sachant c'est lui qui est chargé de faire rebondir la lumière. Ici, on a des parties qui sont miroirs, hein, donc la lumière tape, donc il est ici, elle rebondit sur cette partie-là qui fait office également de miroir, et ici, elle passe toute droite. Ici, donc on n'a pas de miroir, on est transparent, translucide à ce niveau-là. Idem pour cette partie-là. Pour traverser de nouveau une lentille, la lentille qu'on appelle oculaire, parce qu'elle est près de votre œil se situe à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, on a vu les différentes parties. Et donc, on a également le posemètre qui constamment va mesurer la lumière qui rentre dans votre appareil. Donc, le posemètre, il n'est pas représenté, sachant que ça va vraiment dépendre des technologies. Il y a là je parle de la technologie la plus classique, hein. Il peut se trouver à différents endroits. Sachant même qu'actuellement, par exemple chez Sony,
on a un système complètement révolutionnaire hein, où on n'a plus ce miroir qui bouge. C'est le cas du Sony A7, hein, je le cite quand même parce que c'est une petite merveille, hein, il est vraiment révolutionnaire par rapport à Nikon ou Canon, où la lumière, vous en avez une partie qui va être reflétée et une partie qui va passer à travers le miroir. On parle de miroir semi-transparent. Et donc ça évite énormément de mécanique et de ce fait on va avoir un appareil photo qui est beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide. Hein, des résultats d'ailleurs assez étonnants hein, sur le A7. Voilà. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la bonne quantité de lumière? On a vu sur le module précédent c'est quoi la lumière. On a vu qu'elle était formée de couleurs, etc. Mais aujourd'hui, il va falloir comprendre la bonne quantité de lumière, c'est ce qu'on va avoir à gérer principalement. Alors pour bien comprendre, on peut faire l'analogie avec le remplissage d'un verre d'eau. Alors l'expérience de pensée consiste tout simplement à remplacer les grains de lumière, les photons, par des molécules d'eau. On a une similitude au niveau des phénomènes. Alors ici, j'ai mon verre d'eau et on va regarder à quoi correspond une bonne photo. Une bonne photo, ça sera au moment où mon verre d'eau, bon, j'ai pris un verre de champagne parce que c'est plus sympa, mais ça ne change pas l'exercice. La bonne photo, c'est quand mon verre est rempli à ras-bord. Donc, une photographie correspond au verre d'eau plein. Si j'ai trop d'eau dans le verre, l'eau va déborder. Enfin, l'eau, le champagne, ça correspond à dire que j'ai trop de lumière. Votre photographie est surexposée. Le terme également grillé. Donc ça, c'est un phénomène que tout le monde connaît, qui correspondrait donc dans notre exemple à trop d'eau. Si j'ai pas assez d'eau, bon, si je suis ici ou même au milieu, l'analogie, ça serait de dire vous avez soif. Par rapport à mon exemple, c'est aussi le fait de dire j'ai pas assez de lumière, votre photographie est sous-exposée. Donc, quand on parle de bonne quantité de lumière, à chaque fois, on fait allusion au verre plein, bonne photo. Alors, pour remplir le verre d'eau, ou de champagne, comme vous voulez, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de dire j'ouvre grand mon robinet et je laisse 10 secondes. Et à ce moment-là, j'aurai rempli, bon ici c'est un seau, mais peu importe pour l'exemple, j'aurai rempli mon seau. Ça c'est la première possibilité, sachant que si, parce que là on est dans une expérience de pensée, si je veux rapporter ça, mon exemple, à la photo, la grande ouverture du robinet correspond à une grande ouverture du diaphragme. Ça veut dire, dans mon objectif, j'ai un diaphragme qui permet de laisser rentrer beaucoup ou peu de photos suivant son ouverture. Ça se passe exactement de la même manière que mon débit d'eau. Au lieu d'avoir un débit d'eau, ça sera un débit de photos si vous préférez. Et ça va dépendre donc par le temps, hein, donc le temps ici qui est 10 secondes. Et si je parle d'appareil photo, à ce moment-là, on va parler de vitesse d'obturation. Plus la vitesse d'obturation est rapide, moins de lumière va pénétrer dans mon appareil photo. Si j'ai une vitesse de 1 millième de seconde, j'ai 2 fois moins de lumière qu'un 500e. Un 500e étant beaucoup plus lent. Donc la deuxième manière consisterait également de dire, à ce moment-là, je ferme mon robinet, j'ai quasiment du goutte à goutte,
et je vais laisser pendant 50 minutes mon robinet goûter comme ça, et à un moment donné, je vais remplir mon seau. Alors, ce qui est vraiment important dans l'exemple, c'est de bien comprendre que entre le fait de faire une grande ouverture, petite durée d'exposition, ou une petite ouverture avec une grande durée d'exposition, j'obtiens la même chose. En final, j'aurai mon seau qui est plein. Si je m'arrête avant et que mon seau est rempli à moitié, ou si mon seau déborde, à ce moment-là, je considère pour l'exemple que ma photo est ou sous-exposée. Donc, il est évident, mon horloge correspond, enfin ma montre ici correspond à la vitesse d'obturation, et mon robinet, mon débit d'ouverture ici, correspond à l'ouverture sur l'appareil photo. On parle également de focale et également de diaphragme. Finalement, on peut résumer la prise de vue par cette équation simple. Une prise de vue est égale à l'ouverture du diaphragme par la vitesse d'obturation. Bon, quand on dit ici multiplier, c'est dans le sens conjugué. Ça veut dire qu'il y a une cohérence parfaite entre ce paramètre-là et ce paramètre-là. Si j'ouvre 2 fois plus grand mon robinet, à ce moment-là, il me faudra 2 fois moins de temps pour remplir mon seau. Mais il nous manque un troisième paramètre si on veut vraiment voir l'analogie complète avec la photo, à prendre en compte, c'est la grosseur du verre. Effectivement, si je suis sur un petit verre, malgré le débit et l'obturation, il me faudra moins de temps pour remplir un petit verre qu'un grand verre. Dans mon exemple, on va parler à ce moment-là de sensibilité. Si vous voulez, quand on parle de volume du verre, il faut penser à la sensibilité du capteur CCD. Un CCD qui veut dire Charge Couple Device en anglais. Donc qui est le capteur qu'on a vu précédemment, où va s'imprégner la photo. Alors, si j'ai un petit verre, ça correspondra à un réglage sensible de mon CCD à 800 ISO. Ça veut dire, on parle de sensibilité rapide. Pour remplir mon petit verre, il me faut nettement moins de temps que pour remplir mon gros verre. Ou mon petit seau, il me faudra moins de temps qu'un gros seau. C'est la même chose. Donc là, si je veux parler de sensibilité en photo, on va parler par exemple de 800 ISO. Bon, après, on va mettre ça sous forme d'échelle, mais dans un premier temps, on peut parler de 800 ISO. Donc, 800 ISO est une sensibilité rapide. Le chiffre est important, mais ça correspond à un petit verre. Donc de la même manière, un grand verre correspond à un réglage lent du CCD. Donc 100 ISO par exemple. Ce qui veut dire que le réglage ISO du CCD indique en quelque sorte le volume du verre. Plus il y a d'ISO, plus le verre est petit. Moins le CCD a besoin de lumière. Bon, là, attention parce qu'on parle de raisonnement inverse. Plus le chiffre est gros, moins ça correspond. Ce qui veut dire également, si je prends une photo dans la nuit, ça revient à dire je vais utiliser un CCD, je vais m'arranger pour avoir un réglage de 800 ISO sur mon CCD. La nuit, il y a peu de lumière, il faut vraiment que ça soit très très rapide. Par contre, sans ISO, on a une sensibilité nettement moins élevée à la lumière.
À présent, on a tous les éléments, on va pouvoir vraiment comparer complètement le verre par rapport à une prise de vue. Donc on a vu que le remplissage du verre va dépendre uniquement de trois paramètres. Alors quand je dis le remplissage du verre, hein, je vous rappelle, il faut à chaque fois, et ça c'est vraiment important, que mon verre soit rempli à ras-bord. S'il n'est pas rempli à ras-bord, la photo est mauvaise, et s'il déborde, c'est la même chose. Donc le bon remplissage du verre va correspondre à trois paramètres. Le débit du robinet. Si mon robinet est ouvert au maximum, ça va se passer très très vite. Le temps d'ouverture. Si j'ai un temps d'ouverture qui est relativement lent, ça correspond au fait de dire que j'ai énormément de lumière qui rentre dans le même temps. Et également le volume du verre. Si j'ai un petit verre, il me faudra moins de temps qu'un grand verre. Donc l'exposition se rapporte à ces trois éléments. Bon, à présent, on va faire un effort pour être beaucoup plus professionnel et utiliser les termes réels. Et à ce moment-là, au lieu de parler débit du robinet, on parle d'ouverture du diaphragme. Au lieu de parler de temps d'ouverture de robinet, je vais parler de vitesse d'obturation. Et au lieu de parler du volume du verre, je vais parler de sensibilité du CCD. Donc c'est la bonne prise de vue, c'est bien la conjugaison parfaite de ces trois éléments-là. Donc on vient de voir que l'exposition au niveau d'un appareil photonumérique correspond aux trois paramètres ouverture, vitesse et sensibilité. À présent, on va étudier chacune de ces échelles. Bon, on va voir en priorité la première échelle, ouverture. Donc l'ouverture, par convention, il a été établi une suite d'indices d'ouverture. Pour le passage à l'indice supérieur, l'éclairement est divisé par 2. C'est une suite géométrique de raison 2. Les valeurs approchées de cette suite sont reportées sur la bague du diaphragme. Donc effectivement, ici, je vous ai représenté la bague du diaphragme d'un appareil numérique. Bon, ici, les valeurs qui sont représentées en gras sont les valeurs qu'on retrouve le plus souvent. Et ça veut dire également, si je passe de cette combinaison pleine ouverture, ça veut dire que je ne peux pas être ouvert plus que ça. Ça veut dire qu'il est complètement ouvert. À celle-ci, j'ai divisé la surface. Ce n'est pas le diamètre ou la circonférence, c'est bien la surface. J'ai divisé la surface par 2. Donc ce qui veut dire que j'ai 2 fois moins de lumière qui pénètre dans mon appareil photo. Entre cette valeur-là et celle-ci. Ici, j'aurai encore 2 fois moins de lumière de cette valeur-là à celle-ci. Et chaque ouverture correspond, bon, quand on a une suite géométrique de raison 2, ça veut dire qu'on a à chaque fois la surface, cette surface-là, pour retrouver celle-ci, on a multiplié par racine de 2. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos années lycée, racine de 2 c'est 1,414. Donc si je multiplie ce chiffre-là par 1,414, je vais trouver à chaque fois le chiffre suivant. Donc c'est pour ça qu'on parle de raison 2. Mais ça revient à dire d'une manière plus pratique, à chaque fois je divise la lumière par 2. Ou si je vais dans l'autre sens, je multiplie, j'ai 2 fois plus de lumière. Donc ici, on a, si vous regardez l'objectif en face, bien en face, vous voyez ici le diaphragme et ici on voit la lumière. Ce qui veut dire par exemple que à f2.8, qui est représenté ici, à f2.8, j'ai mon diaphragme qui est ouvert, on le voit ici, ça représente cette ouverture-là. Ici, j'ai 2 fois moins d'ouverture. Enfin non, plus que ça, parce que là j'ai sauté du diaphragme. Entre les deux, il y avait F4. Donc j'ai nettement moins d'ouverture, et là je vais encore fermer.
à tel point que j'ai à peine un petit point d'ouverture qui correspond à F8. Alors là, on a une représentation grossie, hein, et donc on va reprendre toutes les focales de F jusqu'à F16, hein, donc celle-ci c'est F2,8, hein. F4 vous le retrouvez ici, F5, 6 ici, hein, à chaque fois vous avez le chiffre en dessous, et là vous avez la quantité d'ouverture, hein. Cette surface-là correspond à une certaine quantité d'ouverture. Si je passe ici, j'ai plus que la moitié de surface, donc la moitié d'ouverture. Et donc ça va correspondre à la moitié de quantité de lumière qui va pouvoir pénétrer par cet orifice. Et idem, je peux à chaque fois reprendre mon raisonnement et le reproduire. Donc là, je me suis arrêté à F16. Par contre, je peux continuer. Je peux continuer ma suite géométrique, hein, sachant que ici, je peux m'amuser à chaque fois encore à diviser. Par contre, dans ce sens-là, elle est arrêtée, hein, parce que ici, ça correspond à la pleine ouverture. Donc, je ne peux pas, quand je suis en pleine ouverture, je ne peux pas ouvrir plus que mon objectif, hein, mon optique. Voilà, donc en fin de compte, par rapport à une ouverture et la suivante, hein, quand si je pars sur la droite, et bien à chaque fois j'ai la moitié de surface, donc la moitié de lumière, et si je vais dans l'autre sens, idem, hein, et ça c'est valable pour toutes les valeurs, hein. À chaque fois j'ai la moitié de surface entre ces deux-là et également entre ces deux-là. Alors ici, je vous ai représenté, parce que ce schéma est intéressant, du fait qu'on se rend mieux compte de quantité de lumière, hein. Ici, j'ai une ouverture F1, et donc à chaque fois, donc je divise par 2 ma quantité de lumière, hein, mais également de surface. Je vois que j'ai une progression quand même rapide, hein. Je vais très rapidement sous une ouverture qui est relativement petite. On reviendra là-dessus dans un prochain module. Néanmoins, on peut quand même dire dans un premier temps, si vous achetez un appareil avec un objectif qui ouvre avec une ouverture 1f par 1,4, hein, par rapport à un appareil qui ouvre ne serait-ce qu'à partir de 2,8, on voit tout de suite qu'on a quand même une différence de lentille qui est relativement importante. Il est beaucoup plus difficile, hein, cette lentille est beaucoup plus grosse par rapport à cette lentille ici. Donc on va avoir une différence de prix relativement importante, hein. Mais là on le comprend vraiment, hein, et voilà, on peut continuer jusqu'à F22 où on voit vraiment qu'on a affaire à une petite ouverture. Mais sachant que quand on se trouve en pleine lumière, hein, si vous trouvez en montagne ou quand on a de la neige également, hein, c'est pas du tout la même chose que le fait de prendre une photo à la tombée de la nuit. Voilà, donc ici vous avez donc les différentes ouvertures. À présent, on a parlé d'ouverture, on va s'intéresser à l'échelle des vitesses. Alors la vitesse en photographie, c'est tout simplement le temps de pause, ou durée d'exposition si vous préférez. On parle plus techniquement de vitesse d'obturation. C'est l'intervalle de temps pendant lequel l'obturateur de l'appareil photo laisse passer la lumière lors d'une prise de vue. Alors idem ici toujours entre deux valeurs consécutives, la vitesse est divisée par 2. Sur n'importe quelle échelle, qu'on parle d'échelle d'ouverture, de vitesse ou sensibilité, on divise toujours par 2, ou on multiplie par 2 si on va dans l'autre sens. Bon là je vous ai représenté l'échelle du plus grand au plus petit, hein, donc par exemple ici j'ai une vitesse de 1 divisé par 1000 qui correspond à une vitesse relativement rapide.
Si je passe à cette vitesse-là 500, donc on a divisé le temps par 2. Ce qui veut dire ici, j'ai 2 fois plus de lumière qui va pénétrer à l'intérieur de votre objectif. Sachant que vous avez une vitesse plus lente, donc si c'est plus lent, si je reprends l'exemple de mon verre, si c'est plus lent, donc j'ai forcément plus d'eau qui rentre à l'intérieur du verre. Donc idem. Et idem ici, etc. Donc à chaque fois je divise par 2. On voit bien d'ailleurs pour les chiffres là, un trentième. Donc j'ai divisé le temps par 2 et en réalité j'ai 2 fois plus de lumière. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc il faut raisonner finalement à l'inverse. D'ailleurs, c'est ce qui peut être un petit peu délicat en photo. Que, suivant l'échelle qu'on utilise, on peut être amené à raisonner à l'inverse. C'est plus je suis rapide, moins j'ai de lumière. À présent, il nous reste à voir le dernier paramètre, la sensibilité. On a vu ouverture, vitesse, et donc là on va voir sensibilité. Donc la sensibilité, ça se mesure en ISO, qui vient de International Standard Organization, l'abréviation. Donc c'est la mesure de la lumière du réglage des capteurs numériques. C'est-à-dire, on va régler le CCD de l'appareil photonumérique sur une certaine valeur, et cette valeur va être déterminante dans le sens où on lui dit attention, là il faut que tu sois sensible, ou à l'inverse que tu ne sois pas sensible. Donc si elle est sensible, ça veut dire qu'elle va capter n'importe quelle lumière, même une lumière très très faible. Par contre, vous pouvez très rapidement griller, enfin j'utilise le terme griller, ça veut dire votre photo va être surexposée du fait que le capteur est sensible, donc la moindre lumière va l'impressionner. Donc, alors attention au raisonnement. Là, je vous ai mis par ordre croissant l'échelle ISO. Bon, ça correspond aux valeurs normalisées de sensibilité, les plus courantes, bon, sachant qu'il y a des appareils photo où on peut avoir des divisions par rapport à ça. Donc mesuré en ISO. Plus le chiffre est élevé, plus la sensibilité est grande. En fait, si je vais prendre une photo dans la nuit, presque dans la pénombre, bon là ça dépend d'autres paramètres, mais néanmoins, j'ai plus de chances de m'en sortir en étant sur une sensibilité 800 qu'en étant sur 100. Par contre, à l'inverse, si je vais prendre des photos en montagne, j'ai tout intérêt à régler mon capteur sur une sensibilité de 100. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, pour l'instant, on voit uniquement comment fonctionne l'exposition. Alors, comme toujours, entre deux paramètres, on multiplie la sensibilité par 2. Donc là, si je prends l'exemple du 400, si je passe à 800, j'ai mon capteur qui est 2 fois plus sensible, donc je peux impressionner mon CCD avec 2 fois moins de lumière. Et donc là, je peux faire mon raisonnement à chaque fois. Donc là, c'était entre 400 et 800. Si je le fais entre 1600 et 3200, c'est la même chose. Et idem ici, ou idem ici. Alors vous avez remarqué qu'à chaque fois, on parle de facteurs qui est toujours entre deux valeurs consécutives. Pour toutes les échelles, on fonctionne de la même manière. Alors vous avez peut-être compris que c'est bien pratique, parce que si vous passez à la valeur supérieure sur une échelle, eh bien vous pouvez passer à la valeur inférieure sur une autre échelle. Si vous rajoutez une ouverture, eh bien à ce moment-là, vous enlevez une vitesse. Et donc à chaque fois, on a la même conjugaison des paramètres. Alors, je reviens là sur mon échelle ISO. En passant d'une valeur à la suivante, la quantité de lumière nécessaire est divisée par 2. Il faut 2 fois moins de lumière pour le capteur réglé sur 800 ISO que le réglage 400 ISO.
C'est ce qui est mis à ce niveau-là. À présent, on a compris comment fonctionne donc le couple exposition, vitesse d'obturation et réglage. Donc on va partir sur un exemple pratique. Mon exemple pratique consiste à dire j'utilise mon appareil photo numérique et je l'ai réglé sur 100 ISO. Donc ça c'est la sensibilité de mon capteur. Donc je vous rappelle que 100 ISO ça correspond à une sensibilité pas très élevée. Et j'ai choisi à côté le couple ouverture-vitesse f4 et 1/500e seconde. On retrouve ce couple ici, hein, je l'ai représenté en blanc. Si maintenant je compare ce couple-là par rapport à celui qui se trouve à côté. Ici j'ai une vitesse de 500. Je passe sur une vitesse de 250. Donc ce qui veut dire que j'ai une vitesse qui est beaucoup plus lente. Donc si ma vitesse est beaucoup plus lente, je vais avoir 2 fois plus de lumière qui va rentrer. Et si je regarde ici ma focale, j'avais une focale de f4. Ici, je passe sur une focale de 5,6. Ça veut dire que j'ai divisé ma surface par 2. J'ai 2 fois moins de lumière qui rentre. Donc 2 fois moins de lumière pendant 2 fois plus de temps. Donc ça, c'est la même chose que ça. Mais je peux redescendre ici. Là je vais être encore 4 fois plus lent que ici, mais j'aurai ma surface qui va être de nouveau 4 fois plus grosse, etc. Donc ce qui veut dire, si je compare le couple là avec celui-ci ou avec celui-ci, ça correspond à dire que mon verre est plein. Pour chacune de ces situations-là, j'ai le choix entre chacune de ces situations et j'aurai toujours mon verre qui est plein et j'aurai ma photo qui est bonne. Parce que je vous rappelle, on est parti du postulat que verre plein était égal à une bonne photo. Voilà, donc en résumé, que je prenne ce couple 500 f4 ou ce couple ici qui correspond à une vitesse d'un trentième avec une ouverture f16 ou ce couple ici, j'obtiens toujours la même chose. Ça c'est égal à un verre plein, égal à un verre plein, ça c'est également un verre plein. Alors, je peux me poser la question, pourquoi utiliser le couple qui se trouve complètement à gauche ou pourquoi ne pas prendre le dernier? On pourrait se dire la photo se résume à dire j'obtiens une vitesse de 500 f4 et ça marche à chaque fois. Ça simplifierait la question. Donc la question est de dire pourquoi je vais choisir plutôt un couple qu'un autre. Alors on va essayer de répondre à la question ici grâce à ce diagramme très pédagogique. Alors ici on retrouve l'échelle des focales F32, F22. Alors attention, de temps en temps on utilise l'échelle peut être inversée. Moi au début quand on a étudié les échelles, je vous les ai mis dans le sens qu'on les trouve sur l'appareil photo. Ici, elles sont inversées, mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est de passer d'une valeur à une autre. Donc ici, l'échelle des focales qui va de F32 à F4, je vous rappelle qu'on peut encore avoir F1 ou de l'autre côté F64 par exemple. Ici, j'ai les échelles de vitesse de 1 millième à 1,5, 1,5 correspondant à une vitesse relativement très lente, et 1 millième correspond à une vitesse relativement rapide. Et ici, j'ai mon échelle des sensibilités. ISO 50, ISO 100, ISO 200, etc.
Alors ce que je peux tout de suite d'emblée, si je regarde bien, ici à chaque fois vous avez un petit dessin. Et si vous regardez ce petit dessin, ici il est parfaitement net. Par contre à l'inverse, ici quand je suis à F1.4, je m'aperçois que j'ai le fond qui est complètement brouillé. Ici j'ai une petite montagne et ici je ne distingue plus rien. On est vraiment brouillé. Donc, comment, le flou que j'ai ici, il dépend directement de l'ouverture. La netteté ici dépend directement de l'ouverture F32. Et donc, suivant mon ouverture, je vais avoir ce phénomène qui est plus ou moins marqué. Ici, j'ai la même chose concernant les vitesses. Bon, les vitesses, c'est un petit peu plus facile à comprendre, parce que si je prends quelqu'un en train de bouger, quelqu'un qui court, enfin c'est souvent dans le cas du sport, quelqu'un qui se déplace relativement, si je suis sur une vitesse rapide, il est beaucoup plus facile de le figer. A l'inverse, si je suis sur une vitesse qui est relativement lente, pendant mon temps d'obturation, la personne va avoir le temps de bouger pendant ce même temps. Et donc, ça va m'amener du flou. Ça veut dire, j'ai pas réussi, en fin de compte, à bouger, à figer le mouvement. Et ici, toujours, concernant l'échelle des sensibilités, donc là, elle commence à 50 à 25 600. Bon, là, c'est relativement énorme. Mais à plus vous allez monter en sensibilité, à plus vous allez avoir du bruit au niveau du capteur. Donc le bruit, si vous voulez, ça revient à dire j'ai des petits points de parasites et j'ai également une perte de netteté au niveau des contours, enfin une petite forme de... Et donc, à plus je monte au niveau des ISO, à plus le phénomène va se trouver accentué. À tel point que ça va vraiment dépendre, mon réglage va dépendre quand même de ce que je recherche. Alors, pour l'exemple, supposons que je règle mon capteur sur 100 ISO. Je me dis, je veux prendre une photo, mais je veux absolument pas de points, ça pourrait être le cas d'un visage, un portrait, où je veux pas de défaut. Je veux vraiment quelque chose de parfait. Donc j'ai réglé mon capteur 100 ISO. Mon appareil qui lui me calcule en permanence les couples de verre plein, en quelque sorte, les couples qui correspondent à une exposition normale de ma photo, va me donner, par exemple, F22 avec F1.15. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que ma photo est bonne au niveau quantité lumière. Elle n'est pas sous-exposée, elle n'est pas surexposée. Par contre, j'ai un petit souci, c'est le fait de dire ma photo, c'est une photo qui va être relativement bougée. On voit, si vous regardez bien, bon, elle est moins bougée que celle-ci, etc. Mais on a largement déjà un phénomène perceptible, on a un défaut par rapport à celle-ci, où on est beaucoup plus net. Donc ça ne me convient pas. À ce moment-là, par le biais des réglages, je vais chercher un autre couple, c'est-à-dire ici, je vais être beaucoup plus rapide, mais à ce moment-là, si je suis plus rapide ici, ça veut dire que j'ai moins de lumière qui rentre, et donc à l'inverse, il va falloir que j'ouvre de la même manière beaucoup plus pour compenser le manque de lumière. Ici, quand je remonte, j'ai 2 fois moins de lumière, et ici, quand je vais dans ce sens-là, j'ai 2 fois plus de lumière. Là, c'est facile à comprendre parce qu'on le voit, il y a la représentation de l'ouverture de l'obturateur. Et comme ça, je peux chercher le couple qui va bien. Donc voilà, j'ai un couple ici où je suis ouvert à F4 et j'ai une vitesse de 500.
Et j'ai pas bougé, je suis toujours à 100 ISO. Hein. Vous remarquerez que j'agis uniquement à ce moment-là sur la focale et la vitesse. Et donc ce couple-là me convient bien. C'est grâce à ce couple-là que je vais pouvoir faire une bonne photo. Donc je pourrais prendre ma photo avec une ouverture f4 et une vitesse d'1/500e et mon capteur réglé sur ISO 100. Alors des petites remarques quand même intéressantes sur cette diapo, sachant déjà par exemple si vous regardez à ce niveau-là, au départ j'avais ce couple-là en violet et on est reparti sur ce couple ici représenté en jaune. On peut faire quand même le parallèle ici. Hein. Comment l'ouverture en vitesse se trouve justement dans l'axe de celui-ci. Et idem ici, on se trouve également dans l'axe. Donc ça vient du fait que à chaque fois sur mes échelles, je perds en lumière et ici je gagne la même quantité de lumière que j'ai perdue. Donc ce qui veut dire que je me retrouve en face, c'est pour ça que j'ai ce parallélisme entre les deux. Une autre remarque ici, bon, pour l'instant ça a un peu d'intérêt parce qu'on aura l'occasion de revenir dessus, mais je le signale quand même. Ici, on est flou. Ça, c'est un phénomène qui peut être relativement recherché. D'ailleurs, on verra au niveau des modes priorité à la focale qu'on peut être amené à l'utiliser souvent. Ça voudrait dire si je prends un portrait et si je veux que mon portrait se détache du fond, le fait d'avoir un fond un petit peu flou et le portrait qui se détache, on considère souvent que c'est une photo professionnelle. Ça donne un petit peu un aspect professionnel à votre photo. Donc, éventuellement, il ne faut pas le voir forcément comme un problème, ça peut être un avantage. D'ailleurs, c'est un avantage qui est souvent utilisé. Bon, là, à l'inverse, au niveau du flou en vitesse, c'est rarement utilisé, mais dans certains cas, ça peut être utilisé. Donc après, ça va dépendre. Il y a une construction artistique. Ici, on parle de technique. Donc la construction artistique, elle dépend. Chacun voit un petit peu les choses différemment. Mais quand même, je souligne le fait que ce type de photo peut être un argument au niveau de mon réglage. Alors, il nous reste une dernière chose à voir concernant l'exposition, concernant la quantité de lumière. Et de ce fait, il faut savoir que votre appareil photonumérique, lui, a besoin de calculer en permanence cette quantité de lumière. Néanmoins, vous avez plusieurs possibilités de calculer cette quantité de lumière. Pour calculer cette quantité de lumière, l'appareil numérique utilise un composant électronique. Bon, ici, il est grossi. Ce composant électronique, c'est le posemètre. On l'a vu au début, quand on a vu les principaux organes qui rentrent dans l'exposition photo. Donc, on a cette petite cellule et qui, elle, va mesurer la lumière. Donc, effectivement, vous savez que pour prendre une bonne photo qui correspond à mon verre plein, je peux mesurer la lumière uniquement ici, de dire moi je veux que ma photo, mon verre plein, ça correspond à cette zone-là, mais je pourrais dire également, je veux que ça corresponde à toute cette zone-là. Donc le posemètre, ce petit appareil, lui, a pour rôle de vous donner en permanence la bonne quantité de lumière. Mais on va choisir, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, comment ça se passe. Sachant quand même au préalable, je précise que ce composant électronique est composé d'un tas de petites cellules. Donc j'en vois une ici, j'en vois une à côté, et comme ça j'ai une quantité, donc là je crois que c'est 63, oui c'est au Lécoute, on en a 63, 9 x 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 63
cellules qui sont capables de mesurer la lumière. Bon, ça va dépendre de l'appareil photo. Hein. On comprend bien que plus l'appareil est cher, plus vous aurez de cellules. Mais sachant que chacune de ces petites cellules est indépendante. Hein. Celle-ci calcule une quantité de lumière pour cette zone-là, et celle-ci, indépendamment, calcule une quantité de lumière pour cette zone-là. Donc, plusieurs manières de calculer la lumière. Alors, la première manière, qui est relativement classique, c'est la mesure spot. Donc, la mesure spot est en fait le relevé d'une quantité de lumière réalisée au centre de la photographie. Alors, cette zone, elle est précise, elle est environ de 3,5%. Enfin, je dis environ parce que ça va dépendre des fabricants. Hein. Tous les fabricants n'ont pas les mêmes choix, et ça dépend aussi de la conception de l'APN, etc. C'est le type d'appareil photo. Donc ce type de mesure est classique. Par exemple, dans le cas d'un contre-jour, si vous avez énormément de lumière ici, par exemple la lumière du soleil, et si vous êtes en lumière où vous prenez en considération la lumière du soleil, l'ordinateur va considérer, enfin le calculateur de votre appareil photo va considérer qu'il y a beaucoup de lumière et il va fermer l'appareil photo. Et donc de ce fait, vous n'aurez peut-être pas assez de lumière à ce niveau-là. Alors le raisonnement consiste à dire, moi ici j'ai un visage à prendre en photo, je veux que la lumière soit à ce niveau-là bien équilibrée. Ça veut dire que mon verre d'eau doit être plein pour cette zone-là. Et ici, éventuellement, si je suis brûlé, ce n'est pas gênant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut être amené à utiliser ce type de mesure pour du portrait. Alors ça, c'est le symbole qu'on retrouve souvent. Hein. Si vous réglez votre appareil photo, lui va vous donner le symbole correspondant. Hein. Donc là, on voit, ça représente votre pose-mètre, et ici ça représente le spot au milieu. Ici je me trouve sur un réglage où je mesure la manière sélective, en gros 8% du champ. Donc là j'ai agrandi ma zone, hein, et donc j'ai un réglage intelligent, hein, c'est-à-dire la lumière n'est pas répartie uniformément, hein, à chaque fois vous avez un calcul très sophistiqué de cette zone de lumière. Donc on appelle ça une mesure sélective. Et donc ici toujours le symbole correspondant. Ici j'ai une mesure pondérée centrale. Ce qui veut dire ça ressemble un petit peu à la mesure précédente, hormis que je vais prendre en compte ici avec un pourcentage moins élevé, mais je vais quand même prendre un petit peu en compte de ce qui se passe dans cette zone-là. Et donc je vais aller je vois j'ai un petit peu de grisé, jusque dans cette zone-là. Ici vous avez à nouveau le symbole correspondant à la mesure pondérée centrale. Ici j'ai une mesure évaluative. Ça veut dire que j'utilise 100% du champ. Ou j'appelle ça ou matriciel, ou multizone si vous préférez. La mesure se fait dans plusieurs zones autonomes du capteur. Ensuite, le capteur fait une moyenne intelligente des différentes zones. Alors, bien sûr, c'est le mode incontestablement le plus utilisé en mode automatique. C'est-à-dire, en mode automatique, on calcule ce qui se passe partout. Par exemple, on utilise souvent des modes scène sur certains appareils. Et donc, par rapport à l'éclairage, on peut définir si on a affaire à un visage, des montagnes, etc. Et de prendre, par rapport au programme de l'APN, de prendre une décision concernant la quantité de lumière. Donc on voit, donc tout c'est pour ça, donc toute la partie est grisée. On a pris en compte toute cette partie-là. Mesure évaluative, 100% du champ. Et donc ici, vous avez le symbole correspondant. Alors, sachant que les symboles sont relativement intuitifs, mais peuvent changer d'un fabricant à un autre.
Donc on n'utilise pas les mêmes symboles chez Canon, Nikon, Sony, etc. Voilà, donc on est en fin de ce module. Alors ici, vous avez un diagramme qu'on retrouve souvent et qui résume assez bien tout ce qu'on vient de dire. Donc, il nous faut une certaine quantité de lumière pour avoir une bonne photo qui est représentée par le triangle. Hein. Et donc, comment cette quantité de lumière, vous l'avez compris, va dépendre de trois paramètres: l'ouverture, la vitesse et la sensibilité. Donc, si je joue sur un des paramètres, eh bien, il faudra jouer sur un des autres paramètres. Si je remonte mon ouverture, à ce moment-là, je vais faire diminuer ma vitesse. Enfin, à chaque fois, proportionnellement, je vais être obligé de jouer sur une autre échelle pour avoir toujours la même quantité de lumière. Par contre, on vient de voir que le fait de jouer sur un paramètre, ça a directement des incidences sur la photo. Donc ici, en résumé, vous retrouverez, grâce à ce diagramme, à chaque fois les incidences. Donc, par exemple, si je parle de vitesse d'obturation, le fait d'aller rapidement sur une vitesse rapide, 1 millième par exemple, il est évident que je fige le mouvement et donc j'aurai tendance à avoir beaucoup plus de netteté. A l'inverse, si je descends ici au niveau des vitesses, j'arrive plus à figer et je risque de bouger, d'avoir des risques de bouger. Et ici, je vous ai mis un petit trait qui va vous permettre de savoir qu'en dessous d'un 60e, j'ai énormément de risques de bouger. Bon, sauf si vous utilisez un pied, où il existe d'autres méthodes, mais à savoir qu'en photo conventionnelle, je ne dois pas descendre en dessous de cette zone-là, ou à moins de poser l'appareil sur le dos d'une personne, un pied, etc. Mais à partir de là, ça devient beaucoup plus délicat. Alors ici, je peux, de la même manière, au niveau de l'échelle des ouvertures, à plus l'ouverture est faible, c'est-à-dire pleine ouverture, quand je dis faible, je veux dire, à plus j'ai une profondeur de champ qui est faible. Donc ça peut être un phénomène, on a vu précédemment, qui peut être recherché. Et à l'inverse, à plus je ferme, à plus j'ai une profondeur de champ élevée. Donc ce qui veut dire, si je prends quelqu'un en portrait derrière, si vous avez par exemple un jardinet, à ce moment-là, si je suis à une ouverture 1,4, mon jardinet sera probablement flou. A l'inverse, ici, vous aurez votre portrait qui sera net et également le jardinet, du fait d'une profondeur de champ élevée. Et ici, donc pour la sensibilité, donc en général on joue moins sur la sensibilité parce que c'est un paramètre qui est défini dès le départ, mais on a vu, si je monte en sensibilité, donc sensibilité ISO, si je suis élevé, ici j'ai du bruit. À plus je monte sur une sensibilité, à plus je vais obtenir des points, du flou, etc. On va dire des parasites électroniques. Donc pareil, ici, le pointillé représente la limite un petit peu à pas dépasser, à moins que vous ayez une bonne raison. Si vous voulez prendre une photo dans la nuit, à ce moment-là, il est beaucoup plus intéressant d'avoir 800 de sensibilité avec un peu d'aberration, mais suffisamment de lumière. C'est plus intéressant de faire ça que l'inverse.